Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour chers émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast en lien avec la compréhension de nos besoins quand on est concerné par le haut potentiel, multipotentiel ou haute sensibilité ou quelque part toute forme de singularité parce que je dis très souvent que on n'a pas appris à écouter nos besoins. Enfin, en tout cas, beaucoup de personnes que j'ai accompagnées et moi-même n'avons pas entendu quand nous étions enfants des discours tels que « écoute tes besoins » ou bien de m'expliquer même que ça pouvait être, en tout cas pas dans son côté, on va dire, global. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué dès la base. Donc, il y a des nouveaux points de repère et c'est important d'apprendre ce que c'est qu'un besoin, comment on peut le respecter. C'est pas aussi évident pour tout le monde. Et puis, très souvent aussi parce que, d'une certaine manière, on oublie que les besoins, c'est pas juste des choses très basiques, c'est aussi toute une série d'autres choses, y inclus, et pas que, on va en reparler, tout ce qui est les besoins émotionnels. Et donc, ça commence dès la plus tendre enfance par la place qu'on a accordée à ces besoins émotionnels, la façon dont on a été entendu, la façon dont on a été écouté, la façon dont on a été compris. J'en parle assez souvent, assez régulièrement, parce que pour moi, c'est vraiment, ça fait partie des fondements de ce sur quoi on se construit. Beaucoup d'entre nous n'avons pas vécu ça, ou en tout cas pas de manière pleinement fluide, je dirais. Et c'est OK. Ça fait partie de notre histoire de vie. Et ça fait aussi partie de choses que l'on peut apprendre. C'est-à-dire apprendre à découvrir ce que ce sont nos besoins, en particulier à partir du moment où on se découvre dans cette grille de lecture qu'est le côté émotif talentueux, qui englobe toute une série de choses. Ça peut être effectivement important de revisiter cet aspect-là des choses. Je vous donne des exemples puisque j'ai accompagné individuellement pendant pas mal de temps, aussi bien en coaching qu'en thérapie. Beaucoup de personnes, quand je leur disais de quoi tu as besoin, c'est encore le cas en groupe aujourd'hui, de quoi tu as besoin là, beaucoup de personnes me répondent par autre chose que par un besoin. Elles me répondent ce qu'elles sont en train de penser. Elles me répondent parfois ce qu'elles sont en train de vivre. C'est moins courant, mais elles me disent pas, moi là, maintenant j'ai besoin de ça. Je pense à mes beaux enfants quand ils étaient à la maison à l'âge de l'adolescence par exemple, et que je dis mais qu'est-ce que tu aimerais, de quoi tu as besoin là maintenant, combien de fois j'ai entendu, je sais pas. Et moi, c'est venu me toucher parce que je sais combien ça m'a pris du temps, peut-être même parfois de l'énergie pour identifier ce qu'étaient mes besoins, mes vrais besoins et pas ceux qui, en réalité, étaient ceux des autres et que j'allais plaquer sur moi en pensant que c'était mes besoins et qui en fait n'étaient que de la suradaptation. Et donc c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Quels sont ces besoins en question, comment apprendre et puis surtout comment s'autoriser à avoir des besoins. Alors souvent je dis qu'il y a plusieurs étapes. La première, c'est d'apprendre à les identifier. Parce que si on nous a pas expliqué, si le mot besoin ne faisait pas partie de notre vocabulaire à la maison quand on était enfant, simplement parce que nos parents n'ont pas eux-mêmes appris, c'est parfois aussi simple que ça.
Ou au contraire, si vous avez eu très très souvent l'habitude de rentrer dans des conventions, de vous adapter, vous suradapter, ben, vous ne savez pas ou vous ne savez pas encore tout à fait comment. Une fois de plus, je dis souvent, j'utilise cette expression, c'est pas binaire, c'est pas qu'on sait tout à fait ou pas du tout. Il y a tout un chemin entre les deux, il y a toute une série de nuances et c'est important de pouvoir les entendre et de les observer. Donc, apprendre à les identifier, un pas à la fois, ces besoins. Apprendre, une fois qu'on les a identifiés, de repérer à quel moment c'est important de pouvoir exprimer ces besoins. De les exprimer face à d'autres personnes dans différents contextes, parce que c'est ça qui fait qu'on pose nos limites. Une limite ne peut pas être posée correctement si vous n'êtes pas au clair avec vos besoins et si vous n'avez pas réussi à les exprimer. Et ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Et même si on est plutôt habile à ça, il arrive encore des moments où on ne le fait pas et c'est OK. C'est vraiment important d'être au clair avec ça. Euh, et, et justement, je dirais que le troisième point que j'ai envie d'aborder, c'est d'écouter. Quand justement on n'y arrive pas, qu'est-ce que c'est en train de nous dire? La colère, hein, on est d'ailleurs un bon indicateur, hein, puisque la colère, c'est une émotion qui nous montre que nos besoins ne sont pas satisfaits. Alors, ils peuvent ne pas être satisfaits parce que on ne les a pas écoutés, qu'on n'en est pas conscient et qu'à un moment donné, c'est d'ailleurs pour moi un exercice hein, qui nous permet de voir, tiens, à quel moment je suis en colère et qu'est-ce que ça dit de mes besoins. La frustration peut d'ailleurs nous aider sur ça aussi, hein, de quoi j'aurais eu besoin pour ne pas être frustré. Donc, ça nous donne des clés. Euh, et donc, cette colère, ce besoin non satisfait peut venir du fait que, comme je le disais juste avant, on ne s'est pas autorisé, on n'est pas conscient, on a oublié de l'exprimer. Et donc, voilà, c'est une première étape. Hein. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je vais faire la prochaine fois pour exprimer les choses ou pour identifier, hein, si je remonte encore plus haut, identifier mon besoin et pouvoir dire à un moment donné, stop, ou ça ne me convient pas. Et ce sont parfois des choses vraiment basiques. Euh, Exemple, t'as envie d'aller où au resto? Bah, comme tu veux. En réalité, j'ai vraiment envie d'aller plutôt manger asiatique ou j'ai un type de restaurant que je préfère. Et puis la personne en face de moi me dit, ah, bon, on va aller manger des pâtes. Sauf que moi, je mange pas les pâtes parce que pour toute une série de raisons. Et si je suis pas connectée à mes besoins, si j'ai pas appris à les exprimer, hein, deuxième étape, comme j'avais dit avant, comme tu veux, je vais peut-être pas oser dire à la personne, écoute, non, moi, j'ai peut-être été trop vite dans la façon dont j'ai exprimé les choses, mais pâtes ou pizza, c'est juste pas possible pour moi. Est-ce que tu as une autre option qui te plairait également? Et ça peut peut-être nous apprendre que peut-être que si on avait dit, parce que certains d'entre nous allons répondre comme tu veux, en sachant très bien que j'avais envie d'aller manger au nouveau resto végétarien, par exemple. Et puis d'autres savent vraiment pas. Hein. C'est au moment où on leur propose quelque chose, oh, bon non, tout compte fait, c'est pas vraiment ça que j'ai envie. Donc c'est tout un apprentissage. Je dis pas que c'est forcément simple, mais c'est intéressant de pouvoir identifier tous ces aspects-là des choses. Et puis autre chose également, un besoin qui n'est pas satisfait peut avoir été exprimé, mais la personne en face de nous n'a peut-être pas envie d'y répondre ou n'est pas capable d'y répondre, et c'est ok. C'est pas parce que nous avons exprimé un besoin que l'autre est obligé d'y répondre. Je donne un exemple avec les enfants. Si votre enfant hurle et qu'il a besoin tout de suite qu'on s'occupe de lui, je dis pas qu'il faut pas le faire. Je porte pas un jugement là-dessus, mais ça peut être intéressant de dire aussi à son enfant, j'ai entendu que tu avais besoin de telle ou telle chose ou de faire telle activité ou d'un câlin, etc. J'ai entendu. Tu en auras un plus tard, mais j'ai moi d'abord besoin de terminer telle chose, de faire telle ou telle chose. Et c'est subtil, évidemment, hein, de savoir où vous mettez les priorités, etc. Mais en vous positionnant de cette façon-là, en entendant le besoin et en n'y répondant pas tout de suite, quelque part, vous accueillez votre enfant dans l'écoute de son besoin. Alors, je dis enfant, mais ça peut être un adulte, un collègue, votre mari, votre femme, votre père, votre mère, etc. C'est oui, oui, j'ai entendu, ok? Mais le fait de postposer la demande, enfin en tout cas la rencontre de la demande en satisfaisant ce besoin, ou parfois même en disant non, montre aussi que vous pouvez prendre soin de vos propres besoins. Et à titre personnel, je trouve ça excessivement
intéressant, je trouve ça inspirant pour un enfant de lui montrer, alors, pas de plus un enfant, mais aussi des personnes de notre entourage. Moi, je me suis construite comme ça, en voyant des personnes à l'âge adulte, puisque j'ai pas appris à écouter mes besoins, parce que c'était pas quelque chose qui était familier dans ma famille. Et c'est en voyant certaines personnes qui avaient cette capacité de le faire que j'ai appris. Parce que j'ai modélisé en quelque sorte ces personnes et je me suis rendu compte que elles étaient capables d'écouter leurs besoins et que ça n'empêchait qu'on continuait à les aimer et avoir des chouettes relations. Et donc, ça a été excessivement apprenant en ce qui me concerne. Alors, si j'en reviens aux besoins de manière générale et plus spécifiquement aux besoins des émotifs talentueux, chaque être humain a des besoins. Chaque être humain n'a pas nécessairement appris à les identifier, mais je vais vous reparler de plusieurs moyens d'identifier ces besoins. En tout cas, plusieurs modèles, peut-être pas les moyens. Et c'est valable pour tous les êtres humains sur cette terre ou à peu près, ok? Parce que souvent, ce que j'entends, c'est qu'un haut potentiel, un hypersensible n'a pas les mêmes besoins. Alors, j'ai peut-être écrit ça par le passé, même très certainement, j'ai peut-être dit de cette façon-là. Aujourd'hui, je mets une nuance où je vais dire si, on a les mêmes besoins, mais ils vont pas forcément s'exprimer de la même manière. Pourquoi je dis les choses de cette façon-là? Parce que pour moi, en les disant de cette façon-là, ça rassemble. Parce que si, on a tous un besoin de sécurité. On a tous besoin de connexion. Et ça, c'est propre à l'être humain. Que vous soyez concerné par un atypisme ou pas, on en a tous besoin. Par contre, la façon dont ça va s'exprimer va être spécifique à chaque être humain, à chaque personne. Et c'est sûr que quand on est concerné par la haute sensibilité, il y a une intensité qui est là. La façon dont le besoin va s'exprimer avec cette intensité n'est pas la même façon que quelqu'un qui n'est pas concerné. Donc le besoin elle-même, la façon de s'exprimer est différente. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important de le spécifier. Même chose, si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez que j'aime pas trop compartimenter, que tous les hauts potentiels fonctionnent d'une manière, tous les hypersensibles, etc. On est tous singuliers, concernés ou pas, de près, de loin, etc. Et on a tous une histoire de vie qui est différente et qui fait que on va pas du tout accueillir nos besoins ou les rencontrer ou les exprimer de la même manière. Et ça, je trouve que c'est vraiment important pour ceux d'entre vous qui avaient l'habitude de comparer, de vous comparer même. Voilà, l'idée, c'est de se laisser peut-être inspirer, de voir comment font les autres, mais certainement pas de copier les autres parce que vos besoins sont vraiment spécifiques. Et d'ailleurs, je reviens à l'émotion de la colère. Pour moi, ça a été quelque chose, un exercice assez intéressant, c'est d'identifier quand j'étais en colère ou le stade d'avant, la frustration, que je sens que ça monte, ok, de me poser et me dire, ok, mais de quoi j'ai besoin là maintenant? Quel est le besoin qui n'est pas satisfait? Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir et pourquoi est-ce que je suis en train de râler, que je suis vraiment en colère et que ça va pas? Et ça, c'est excessivement intéressant. C'est une manière d'identifier les choses. Alors, très classiquement, moi, c'est pas la formule que je travaille, mais je le nomme parce que classiquement, quand on parle des besoins, on parle très souvent de la pyramide de Maslow, hein, qui aborde les besoins physiologiques, manger, boire, dormir. Les besoins de sécurité, c'est avoir de la stabilité, un toit, un emploi, être en santé, avoir des ressources. Le besoin d'appartenance, on va parler d'amour et d'affection. Le besoin d'estime, qui est très très en phase avec le fait d'être reconnu et d'être apprécié, et le besoin d'accomplissement auquel arrivent certaines personnes, ok? Et donc ça se met sous forme de pyramide et vous pouvez pas passer au besoin suivant tant que la base n'est pas rencontrée, ok? Voilà, c'est nommé, c'est pas celui que je travaille parce que voilà, je le sens moins, je sais pas, j'ai rien contre, mais ce que je trouve intéressant, c'est les six besoins motivationnels. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Je vous les nomme. C'est le besoin de certitude, d'incertitude, de reconnaissance, d'amour et de connexion, de croissance et de contribution. Je vais vous en faire vous en donner un petit aperçu parce que, comme le dit bien son nom, sont les besoins motivationnels
et je trouve qu'ils apportent une dimension qui convient bien aux émotifs talentueux. En tout cas, moi perso, ça m'a beaucoup parlé et j'en parle régulièrement d'ailleurs, hein, ça fait l'objet d'un de mes petits programmes. Alors petit, c'est-à-dire un programme auquel vous pouvez accéder rapidement, hein, sans accompagnement, qui s'appelle Cycler pour se respecter sans se suradapter. Hein, on parle évidemment bien de besoins. Donc là, je vous les liste. Le besoin de certitude. C'est le besoin qui correspond au besoin de sécurité, de confort et de plaisir, et il est généré par la certitude que nous avons par rapport aux choses, aux gens, aux événements de la vie. Ok? Alors, le besoin de certitude, il se pose sur, moi, ce que j'appelle un socle, sur quelque chose qu'on a construit, sur cette certitude que les choses vont bien aller. Hein, c'est amusant ce que j'ai échangé tout à l'heure dans le cadre d'un atelier de groupe au niveau de l'entrepreneuriat, mais on retrouve à plein de niveaux, bien entendu. J'ai expliqué que quand je me suis lancée par rapport aux émotifs talentueux ou même avant, hein, ma toute première expérience en tant qu'entrepreneuse dans l'accompagnement, en tant que coach, en tant qu'accompagnante et formatrice, je n'avais pas ce degré de certitude que j'ai aujourd'hui. Et contrairement à ce que les personnes me disent, elles me disent oui, mais parce que tu as eu l'expérience, parce que tu as traversé toute une série de choses. Oui, peut-être que ça a contribué, mais surtout parce que, par exemple, je pense que le fait d'être à son propre compte, et les tas d'autres expériences aussi d'ailleurs, mais permettent quelque part, de travailler sur soi, d'aller puiser dans ses ressources, d'asseoir un socle. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiante qu'avant parce que ce besoin de certitude est là, parce que j'ai travaillé ma sécurité intérieure. C'est pas vrai que dans mon activité professionnelle, c'est vrai aussi dans des relations, par exemple. C'est vrai aussi par rapport à ma manière de voir l'avenir. Pourtant, on peut pas dire que par rapport à il y a 15 ans, je pense que en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je trouve que mon avenir me semble nettement moins optimiste aujourd'hui qu'avant. Et pourtant, j'ai développé à travers le travail que j'ai fait sur moi, à travers le développement de cette sécurité intérieure, et ça, chez moi, ça s'est passé par rapport, je vais vous donner des façons d'y arriver, mais ça a été par le retour au corps. J'ai vraiment développé cette sécurité intérieure qui me permet de me dire assez facilement, si ça marche pas, c'est pas grave, on trouvera autre chose. Et si mon activité émotive talentueuse devait ne plus fonctionner, je sais que je sais faire plein d'autres choses et que ça voudra dire que voilà, ce sera temps que je passe à autre chose. Et j'ai cette confiance. Et j'ai aussi cette confiance que si je suis destinée et que c'est juste, les choses continueront. Tout comme j'ai aussi cette certitude que je peux être agile dans le développement de mon activité et dans tous les aléas de la vie. Donc, cette certitude, ce besoin de certitude, c'est ça. Et ça se développe et c'est vraiment un socle. Euh, et donc, comme je vous le disais, hein, c'est un besoin qui ne diffère pas fondamentalement de la majorité des gens. Euh, mais l'inconfort, quand on rencontre pas ce besoin de certitude, peut générer une intensité nettement supérieure à la moyenne. Ok. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la façon de rencontrer ce besoin, elle passe par le corps parce que je parle d'ancrage. Alors, quand je dis ancrage, c'est vraiment sentir son corps, le sentir relié à la terre, sentir qu'on est stable, parce que c'est en étant stable qu'on peut se connecter aux besoins de certitude. Et quand je dis stable, ça ne veut pas dire figé et continuer à faire la même chose. C'est suffisamment stable pour ne pas vaciller et être capable d'aller dans le mouvement de la vie, dans le mouvement, dans le flow. Voilà. Alors, une façon de se connecter, je parle assez régulièrement de la cohérence cardiaque. Là, voilà, je vous le propose. C'est une façon de revenir aux besoins de certitude. Méditer, par exemple, faire des activités qui vous reconnectent au corps. Mais attention, hein, pas qu'il soit une fuite du corps, mais qu'il reconnaisse que vous puissiez faire les choses en conscience, se faire masser, se connecter à la nature. C'est toute une série de choses qui peuvent vous aider. Voilà.
Ça, c'était le besoin de certitude. Le suivant, c'est le besoin d'incertitude. Ça peut paraître très paradoxal, parce que c'est pour ça que je vous ai aussi nommé les différents besoins dans la pyramide de Maslow, vous montrer qu'on est vraiment dans quelque chose de différent. Ce qui peut paraître paradoxal, mais on a aussi besoin d'incertitude, et je pense particulièrement dans notre communauté, ça comprend la recherche de défis, de prise de risque, de variété, de diversité. Si vous êtes très souvent sujet à l'ennui, ça me concerne. Si l'ennui vous envahit rapidement, si votre curiosité n'est pas nourrie régulièrement, eh bien, c'est que vous rencontrez probablement pas votre besoin d'incertitude. Parce qu'on a effectivement besoin d'avoir du piment, des surprises dans la vie. Alors, du piment dans la vie et des surprises, pardon. Des nouvelles perspectives, des découvertes, des stimulations. Et c'est vraiment ça que le besoin d'incertitude vient chercher. OK? Et donc, dans notre quotidien des motifs talentueux, se sentir stimulé, ça va se traduire par la recherche de challenge, par de la complexité, par exemple. Hein. Je suppose que vous me suivez. Cette envie de faire plus, de dépasser parfois même ses propres limites. On a parlé dans un autre épisode, quand j'ai parlé de la théorie de la désintégration positive de Dabrowski, on a parlé de stimulation. Ben, la stimulation intellectuelle fait partie aussi de ces éléments-là. Alors, comment on peut rencontrer effectivement, en étant émotif talentueux, ce type de besoin? Alors, il est clair que plus vous serez ancré dans votre besoin de certitude, au plus il sera rencontré, au plus votre besoin d'incertitude va être vécu de manière adéquate et consciente, fluide, va être agréable, ok? Et je pense que c'est important hein, d'être clair avec ça. Vous pouvez connecter en fonction de là où vous êtes dans votre besoin de certitude. Vous n'allez pas aller connecter aux mêmes choses, ok? Mais par exemple, pour ceux pour qui c'est pas forcément encore simple, c'est faire quelque chose de nouveau tous les jours, qui vous sort de votre zone de confort. Tous les jours ou pas tous les jours, hein, ça peut être tenir une pause de yoga plus longtemps que la veille, dire bonjour à les personnes, sortir de chez vous si vous n'avez pas l'habitude. Alors dire bonjour à des personnes si vous n'avez pas forcément l'habitude de dire bonjour à quelqu'un d'inconnu, ça peut être ça. Je suis sûre que vous dites tous bonjour à quelqu'un. Ça peut être jouer à certains jeux parce que ça peut être un vrai défi, hein, des jeux de société, lancer des projets, des petits projets, proposer des choses à votre compagne ou à votre compagnon que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui mettent du piment, hein, comme je le disais au début, dans la vie. Vous autorisez aussi à avoir des centres d'intérêt multiples et variés, même si les gens vous disent que vous vous dispersez, etc. Écoutez-vous là-dedans. Ça fait partie de ce qui est important pour vous. Et tout ce qui peut éveiller et vous permettre d'explorer votre curiosité fait partie de ces éléments-là. OK? Le besoin de reconnaissance, alors celui-là, il est vraiment universel, hein, simplement qu'il ne va pas se traduire de la même manière une fois de plus. Le besoin de reconnaissance, c'est le besoin de se sentir apprécié, important, utile, unique, digne d'estime. Il est partagé par la plupart des personnes et on cherche tous à donner du sens à notre vie. Pourquoi nous sommes sur Terre? Ce qui donne du sens à nos actions, ce que nous voulons apporter au monde. Et en fait, nous voulons faire la différence et nous voulons être reconnus pour cette différence et pour qui nous sommes et pour notre unicité également. Hein, ça veut dire se sentir important aux yeux des autres ou aux yeux d'une communauté, par exemple. Donc, c'est vraiment important de se sentir... alors, comment je vais dire? Le besoin de reconnaissance... Le fait d'être reconnu dans notre atypisme, dans notre façon de faire les choses différentes, ça, c'est déjà du besoin de reconnaissance. Ça remplit déjà le besoin de reconnaissance. Hein. Donc, ça ne veut pas dire besoin de reconnaissance n'est pas nécessairement lié au fait d'être reconnu parce que j'ai fait le truc le plus grandiose de la Terre. Déjà, être reconnu pour qui nous sommes et être accepté, entendu, compris, hein, comme on a déjà souvent parlé, ça, c'est aussi un point qui est vraiment important. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse parce que la découverte de son haut potentiel ou de son hypersensibilité joue dans effectivement cet aspect-là des choses parce que ça nous permet de nous dire qu'on n'est pas complètement fou ou folle, que non, on n'est pas anormal, que non, le problème, ça n'est pas nous. Et ça permet aussi
de connecter avec des personnes qui sont concernées, qui connaissent le sujet. Et ça peut aussi parfois être compliqué parce que ça peut creuser cette non-rencontre du besoin de reconnaissance quand effectivement on arrive tout feu tout flamme en disant tu sais, j'ai enfin compris pourquoi telle ou telle chose ont été difficiles, je suis concerné par le haut potentiel ou je crois. Paf, de l'autre côté, moi ça m'est arrivé, hein, un collègue qui m'a pratiquement ri au nez et qui m'a demandé si j'avais passé un bilan, ça n'avait pas encore été le cas à l'époque, et qui m'a dit on en reparlera le jour où ce sera le cas, d'un air de dire je te crois pas. Donc soyez toujours attentif à qui vous partagez les choses et ce que vous allez chercher, parce que vous n'allez pas forcément le rencontrer. D'abord au niveau d'un besoin, et puis si c'est le besoin de reconnaissance, évidemment, comme pour le besoin d'incertitude, au plus votre socle de sécurité intérieure, c'est-à-dire qui est lié au besoin de certitude, est là, plus il a été travaillé, au plus évidemment le besoin de reconnaissance et le besoin d'incertitude vont pouvoir se poser sur ce socle-là et pas vaciller si effectivement le besoin n'est pas rencontré. Okay. Donc je repasse toujours par cette case de départ-là qui me semble vraiment essentielle à mettre en lumière. Okay. Alors, c'est sûr que si votre sentiment de décalage est difficilement vécu, vous allez avoir probablement plus de difficultés à rencontrer ce besoin de reconnaissance, ou en tout cas, vous allez peut-être passer dans des pièges qui vont faire que vous allez pas forcément le rencontrer et ça risque d'être douloureux. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce que vous savez que j'aime bien donner des clés. Souvent, moi, ce que j'entends, c'est qu'on cherche de la reconnaissance extérieure, mais on n'a pas forcément appris à en donner. Alors, ça peut être un bon début que d'en donner, de s'autoriser à demander un feedback à les personnes de confiance, en tout cas pour commencer. Donc, un feedback, un retour sur une action que vous avez menée, une façon de faire les choses. Non pas pour qu'on vous dise comment vous êtes, mais comment vous avez fait les choses, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Si vous faites ça avec des personnes de confiance, ça vous aide aussi, vous, à accueillir le feedback constructif, non pas à focaliser sur qu'est-ce que vous avez fait de mal, parce que faire quelque chose de mal, pour moi, ça n'a pas de sens. Vous n'allez peut-être pas faire les choses de manière adéquate tout de suite parce que vous n'avez pas encore appris à les faire correctement. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire correctement? Et donc, comme pour les enfants, hein, si vous n'avez pas le retour sur ce qui a amélioré, etc., ça ne peut pas marcher. Moi, je vois avec ma nouvelle équipe ou l'équipe de manière générale, j'ai plutôt tendance, je ne dis pas que je suis tout le temps là-dedans, mais j'ai plutôt tendance à laisser faire les conneries, à, à avoir toute une multitude de choses qui vont pas forcément fonctionner, mais pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre. Ok, c'est pas toujours confortable, hein, on est bien d'accord, mais et c'est souvent ce que je dis. Pour moi, il y a pas d'échec, il n'y a pas de ratage, il y a des apprentissages. Alors si évidemment tu refais 5 fois le même truc et que tu continues, ça je te dis pas que je vais rester zen. Mais aller questionner effectivement les personnes sur ce qu'ils apprécient, sur ce qu'il y a à améliorer, ça peut vraiment aider dans le besoin de reconnaissance. Et pensez-vous aussi à faire l'inverse, bien entendu, ok? Pensez à faire la liste de vos petits et grands accomplissements. Fait pas forcément, mais ça me paraît important. Et puis, l'exercice de la gratitude est tellement, tellement, tellement important par rapport à ça. C'est pourquoi vous avez de la gratitude de ce qui s'est passé dans votre vie, mais aussi pourquoi vous avez de la gratitude au quotidien, j'insiste, en fin de journée, pour des choses que vous avez faites, que vous êtes, que vous avez observées, même si ça a été inconfortable. Le fait de réaliser et de jouer cet exercice de la gratitude, parce que je dis jouer parce que ça peut être amusant aussi, te dire que bon, ouais, ça y est, c'est toujours pas nécessairement top la façon dont vous faites telle ou telle chose, mais c'est pas ça qu'on cherche. C'est de pouvoir mesurer aussi en quoi vous avez développé peut-être une nouvelle compétence, en quoi c'est un peu meilleur que la fois d'avant, et peut-être en quoi c'est plus catastrophique, mais qu'est-ce que vous avez appris? Et en quoi vous avez de la gratitude par rapport à ce que vous avez appris, par exemple. Ça n'a l'air de rien, mais ce sont tous des petits exercices qui vous aident dans cette quête. Alors, le suivant, besoin d'amour et de connexion. Je vous apprends rien, hein, l'être humain est un être de lien.
Nous avons tous besoin de faire partie d'une ou plusieurs communautés et de nous sentir à notre place. Et ça, c'est quand même très souvent ce qui est compliqué pour les émotifs talentueux. C'est ce fameux sentiment décalage qui donne l'impression qu'on n'est pas à notre place. Et donc, quand vous vous retrouvez dans le groupe Facebook ou quand vous participez à des actions comme le congrès, le festival ou le défi, sont toutes les actions que je mets en place ou que j'ai mis en place jusqu'à présent, où pendant une ou 2 semaines, je propose toute une série d'actions, conférences ou que sais-je, peu importe ce que je... En tout cas, ce qui passe, c'est que la communauté se rassemble. En particulier, quand on vient de se découvrir dans cette singularité, et qu'on se retrouve à côté ou avec des personnes avec qui on peut échanger ou qu'on fait juste qu'écouter aussi et qui sont en train de nous parler de choses qu'elles ont également vécues et que nous on vit et qu'on pensait qu'il n'y avait que nous ou en tout cas que c'était pas normal de les vivre, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Le fait de pouvoir échanger avec des personnes qui ont le même rythme que nous, la même curiosité, qui comprennent que je vais à droite, à gauche, je commence une conversation, pouf, j'ouvre un pop-up, et puis pouf, j'en ouvre un autre, et puis pouf, et puis après je dis, ah oui, attends, je reviens je referme tel pop-up, et en fait, de quoi on parlait, machin, et sentir que ça vous donne de l'énergie, que la personne fonctionne comme vous, si c'est comme ça que vous fonctionnez, évidemment, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et ça, c'est important de pouvoir rencontrer ce besoin-là parce que c'est ce qui fait que effectivement on va se sentir en connexion. C'est vrai avec des amis, mais c'est le besoin d'amour. Bah, évidemment qu'on a besoin être aimé, validé, reconnu une fois de plus, un besoin d'affectif. Et ça, on peut le rencontrer avec toute une série de personnes dans sa famille, en conjoint, etc. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, quelles sont les actions? Je vais assez vite, évidemment, parce que l'idée, c'est pas de faire des podcasts qui sont de plus en plus longs. Euh, je serais capable de faire des podcasts de 2 heures, mais c'est pas le but, on est bien d'accord. Un podcast, c'est vous donner un élément d'intérêt, vous donner un élément d'ensemble hein, et quelques clés pour que vous puissiez aller plus loin par la suite, si vous le souhaitez, bien entendu. Alors, comment on peut rencontrer ce besoin d'amour et de connexion? Ça, c'est souvent quelque chose qu'on me demande. Et ma première réponse va peut-être vous surprendre, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est en apprenant à ouvrir le cœur sur soi et en donnant de l'amour. Parce que comment voulez-vous en recevoir si vous n'en donnez pas? Pour moi, l'amour, c'est une énergie. L'ouverture du cœur, c'est ce qui crée de l'énergie. Moi, je sais que j'en reçois parce que j'en donne et que j'aime bien en donner, mais pas en donner dans le sens je vais étouffer l'autre avec tout mon amour. Genre, parfois en accompagnement de pro, j'ai déjà entendu des personnes qui me disaient oui, mais j'ai tellement envie d'aider. Et en fait, c'est pas ça, ça peut être étouffant. Alors, bien sûr qu'on a envie d'aider, mais c'est d'être. Ouvrir le cœur, pour moi, c'est de regarder l'autre avec compassion, de regarder l'autre tel qu'il est, sans le juger, et de l'accueillir tel quel. Ça, pour moi, c'est cette fameuse ouverture du cœur. Et la vie, en tout cas dans mon expérience, nous le rend bien. S'observer pour voir quels sont les mécanismes qui font que nous nous excluons nous-mêmes. Ah, on peut être champion là-dedans. Observez vraiment. Identifiez ce qui est important dans une relation et choisissez aussi les personnes avec qui vous avez envie de passer du temps. J'en parle assez régulièrement, mais je trouve que c'est important. Alors, une clé, une action à mettre en place, ben, sortez. Ça peut paraître idiot ce que je vous dis, mais si vous avez besoin de connexion, c'est pas en restant dans votre fauteuil en face de la télé que ça va nécessairement fonctionner. Même si je peux tout à fait respecter, c'est pas un jugement. Vous avez probablement besoin de moments comme cela, mais parfois c'est intéressant de sortir de sa zone de confort pour aller à la rencontre de d'autres. Hein, développer votre capacité à écouter vraiment l'autre. Sans chercher des solutions pour cette personne, à être là en présence et aussi à fixer vos limites, de dire à un moment donné, mais non, parce que les besoins, c'est ça aussi. Euh, c'est, c'est important que vous puissiez exprimer que vous aussi, vous avez envie d'être entendu, d'être écouté dans une relation. Voilà, hein, il y a plein de moyens de connecter, mais je vous invite vraiment à mettre votre focus là-dessus si vous vous sentez seul en particulier et à tester avant de décider que c'est pas une bonne idée pour vous.
Le besoin de croissance ou de développement. Alors en général, je dis que les personnes qui écoutent mes podcasts ou qui viennent à un congrès, un festival ou autre, bah, c'est qu'elles ont très souvent ce besoin de croissance parce qu'on aime évoluer. Nous avons besoin de voir que nous avançons dans la vie, que nous nous améliorions dans nos compétences, que nous réussissons nos projets. Hein, ça c'est important. Par contre, ce que j'ai souvent observé dans notre communauté, c'est combien on peut mettre la barre haut. Combien on a tendance, surtout quand on est, j'en parle dans un de mes épisodes, connecté au syndrome de l'imposteur, combien on peut aller dans des méandres qui sont pas forcément adéquats et qui nous font croire que nous ne réussissons pas les choses. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir aussi identifier ces petites choses. Alors, dans le besoin de croissance, on est souvent stimulé par l'apprentissage, comprendre ce qui se passe. Hein, je parle de plus en plus de graines, hein, vous m'avez entendu dans ce cycle de graines, la graine de connaissance, c'est ça. C'est d'apprendre toute une série de choses parce que pour se développer, on a besoin de comprendre des modèles, d'écouter des podcasts, des interviews, etc. Mais on a aussi besoin de comprendre ce qui se passe en nous, de pouvoir observer. Parce que pour moi, c'est une première étape. Se comprendre, ça nous permet de faire des prises de conscience. Et ces prises de conscience nous permettent d'ajuster, de dire, OK, est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas? Donc voilà, ça fait partie de toute une série de choses que l'on peut effectivement mettre en place en lien avec cette croissance, cette graine de développement, de connaissance, pardon, à développer. Et puis, bah, ça rejoint un petit peu ce que j'avais déjà amené. J'ai peut-être été un peu vite sur le besoin de contribution. C'est contribuer à plus grand que soi, d'apporter quelque chose aux autres. Et ça, je l'entends. Quand j'entends ça, c'est quand même. Alors, je veux pas, je n'ai pas la certitude que ça n'est lié que aux personnes qui sont concernées par le haut potentiel hypersensibilité, mais je l'entends quand même très très souvent à ce niveau-là. Je fais le lien avec le potentiel de développement dont parle Dabrowski, hein, j'en parlais dans un autre podcast. Le besoin de contribution est très souvent lié effectivement à ce besoin de développement, ce besoin de se connaître, cette capacité d'avancer dans la vie et après de contribuer, ok. De faire la différence quelque part. Hein. Moi, j'ai pendant un moment utilisé une forme de slogan, c'est pas très joliment dit, mais c'est notre différence qui nous permet de faire la différence. Mais en même temps, ça dit ce que ça dit. Et aujourd'hui, je dirais plutôt c'est notre singularité qui nous permet de faire la différence dans le monde, d'apporter notre contribution. Et notre contribution, elle peut être de tout type. Et une fois de plus, l'idée, c'est pas forcément de voir ce qu'il y a de plus grand, de plus haut, de plus, etc. Un simple geste peut faire une grande différence pour quelqu'un. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler. Euh, alors, oui, le risque, effectivement, c'est que le haut potentiel ou l'hypersensible, peut voir grand, il peut vouloir contribuer à des grandes choses, créer des liens entre différents problèmes, à exprimer des solutions novatrices, et il peut être excessivement frustré quand il n'y arrive pas tout de suite. Donc, un pas à la fois, même si je sais que parfois ça vous barbe quand je dis ça, mais ça se construit ce genre de choses. Et c'est notre histoire de vie qui nous permet vraiment d'identifier ce à quoi nous avons envie de contribuer. Donc voilà, un pas à la fois, je l'ai dit hein, dans mes conseils, il n'y a pas d'échec, il y a que des apprentissages, j'en ai déjà parlé. Pas de jugement sur ce à quoi vous contribuez ou pas. Parfois, c'est des choses qui viennent de loin, sont des choses que vous avez envie de réparer. Soit juste faites les choses en conscience pour voir à quoi vous avez envie effectivement de contribuer. Et puis, ça peut être intéressant de savoir qu'il y a toute une série d'étapes à franchir à franchir, enfin par lesquelles passer. Je préfère ça que à franchir, c'est un peu plus dur pour contribuer.
en tout cas à quelque chose de plus grand. Et n'oubliez surtout pas que parfois juste en faisant un geste pour votre voisin, votre voisine, en l'aidant à telle ou telle chose, en souriant à quelqu'un, hein, on revient à un exercice que je vous ai donné par rapport à un autre besoin, ben, vous pouvez peut-être parfois tout simplement contribuer au monde d'une personne et faire cette différence. Voilà. Et donc oui, notre épanouissement passe par ces 6 besoins, sur l'expression de ces besoins. Certaines personnes vont mettre l'accent plus sur ces besoins que sur d'autres, mais je réinsiste sur le fait qu'au plus notre besoin de certitude est rencontré, au plus on va avoir un socle et une sécurité intérieure qui vont vous permettre d'avancer. Okay. Voilà, donc, je vous rappelle juste que j'ai un programme qui détaille ça, qui vous donne des exercices. C'est le programme que vous trouverez sur mon site Cyclé pour se respecter sans se suradapter. Et en attendant, ben, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, en première étape, à télécharger le quiz Graines de potentiel qui vous permet de faire à la fois qui vous permet de découvrir dans quelle phase, si c'est pas encore tout à fait clair pour vous, dans quelle phase d'intégration de votre singularité vous vous situez actuellement, et puis aussi de faire un bilan pour voir où vous en êtes dans le développement de votre potentiel, et vous allez voir, je vais vous envoyer un PDF personnalisé avec toute une série de clés qui, entre autres, vont vous permettre de rencontrer ces besoins dont je vous ai parlé là juste maintenant. Pour pouvoir continuer à développer tout ça. Voilà. Alors, le lien, c'est www.emotif au pluriel talentueux, toujours au pluriel .com/graines, et graines est au pluriel aussi, donc je répète, www.emotif-talentueux.com/graines au pluriel. Voilà, très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!